Bonjour et bienvenue sur le podcast Les Sensibles, le podcast dédié à toutes les personnes qui se sentent de près ou de loin concernées par le sujet de la haute sensibilité. Je m'appelle Sophie et depuis ma plus tendre enfance, on me répète inlassablement que je suis trop sensible. Parce que l'amour, la sexualité et les relations font partie de mes sujets préférés et qu'on va pas se mentir, parfois c'est un peu la galère. J'ai à cœur de vous emmener 2 fois par mois dans l'intimité de personnes hautement sensibles et des experts qui les accompagnent. De leurs premiers amours à leurs derniers émois, ces cœurs à prendre ou plus à prendre nous dévoileront leur cheminement personnel et sensuel. J'espère que leurs confidences sans filtre sauront toucher votre corde sensible, qu'elles vous apporteront de l'écho, de l'espoir et peut-être même des réponses à vos questions. Si le sujet de la haute sensibilité vous parle, n'hésitez pas à suivre le compte Instagram du Bonheur en Barre, où je vous partage chaque semaine des illustrations et des informations pleines d'émotions. Bonne écoute! Aujourd'hui, j'ai la chance de donner le micro à Mathieu, qui vous dévoile une partie de ses expériences et de ses réflexions intimes. Il vous explique comment il a découvert sa haute sensibilité et les répercussions que cela peut avoir dans sa vie sentimentale. À la fin de l'épisode, Mathieu vous partage certaines de ses méthodes qu'il utilise régulièrement pour apaiser ses émotions. Je remercie sensiblement Mathieu pour son franc-parler, ses propos très illustrés et ses nombreuses pistes à exploiter. Je me présente, je m'appelle Mathieu, j'ai 36 ans, je suis papa d'un petit garçon de 6 ans, je suis célibataire, j'habite en Isère. Au niveau du travail, je sais pas si on doit le dire, mais je suis Data Chief Officer. Et voilà, j'ai été diagnostiqué, alors je sais pas si on doit dire comme ça, mais diagnostiqué hypersensible à l'âge de 32 ans. Et ça a été une révélation pour moi, et depuis je le vis très bien, même de mieux en mieux. Alors je sais pas si c'est le diagnostic ou le fait que je vieillisse, mais en tout cas ça se passe plutôt bien pour moi. Donc voilà. J'ai fait un test pour HPI, au potentiel intellectuel. Et du coup, sur ce test-là, il y a une partie d'intellect, justement, mais il y a une partie de sensibilité. Et du coup, c'est pour ça que je me retrouve dans le créneau des hypersensibles, mais j'ai pas le profil que d'hypersensible, on va dire. J'ai passé un autre test sur l'autisme et qui s'est révélé plus... Après, il y a deux sensibilités, on va dire, mais qui s'est révélé, je sais pas si je dois dire comme ça, mais plus positif quand même que pour la partie HPI. Donc j'ai passé le test pour le HPI à 32 ans. Quand je l'ai passé, j'ai eu un profil hétérogène, donc avec une très forte sensibilité, mais avec des résultats d'un point de vue intellectuel qui étaient très disparates, avec de très bons résultats, à plus de 140 ou 150 sur certaines parties, et plutôt standard sur d'autres. Quand je suis sorti de l'entretien et tout, j'ai pas vraiment cru, et je me suis dit, je me reconnais en partie dans ce test-là, mais il y a autre chose. Et du coup, 2 ans, 3 ans après, j'ai commencé un parcours. C'est très très long par contre, c'est pas comme le test DHPI, il faut presque 1 an et demi, 2 ans pour arriver à un diagnostic final. Du coup, j'ai passé ce test-là et ça a été confirmé aussi. Donc c'est encore plus rare que HPI parce que ça s'appelle Twice Exceptional. En Canada, ils sont plutôt avancés sur le sujet. Ça m'a permis, ce deuxième test, d'affiner le premier diagnostic et aussi confirmer que j'avais un rapport à la sensibilité qui était peut-être un peu différent des autres aussi sur certains aspects. La sensibilité, je vais être très original, mais la sensibilité intervient chez moi sous plusieurs aspects, un peu comme tout le monde sur le bruit. Le bruit, c'est juste impressionnant. En plus, je travaille en ville là, en ce moment. Je prends le train. Du coup, c'est pour ça que j'ai acheté un casque anti-bruit. Sur les plateaux, par exemple, quand je travaille, j'ai besoin d'être dans ma bulle. Donc, ce qui me sauvait avant, c'est qu'il y avait beaucoup de salles de réunion, et en fait, mon bureau, c'était la salle de réunion que je bookais. Et maintenant, du coup, il n'y a plus de salle de réunion parce que j'ai une nouvelle entreprise, et du coup, c'est mon casque anti-bruit qui me sauve. Donc voilà. Donc ça me permet de sauver de l'énergie, et c'est plutôt important. Parce qu'il y a le bruit, mais il y a aussi l'acuité visuelle. C'est-à-dire que, par exemple, toujours au travail, je parle du travail, mais c'est aussi dans la vie privée, mais comme on passe 80% de notre temps au travail. Du coup, il y a une personne qui va bouger son stylo ou qui va passer devant moi, ça va être aussi compliqué. Donc si j'ai bruit plus dispersion visuelle, il y a 80% de chances que je fasse pas grand-chose à ma journée.
Et après, la dernière chose aussi, c'est les deux dernières choses, je vais rajouter, c'est les odeurs. Tous les hommes ont, on va dire, un périmètre, un cercle de non-agression, on va dire. Et moi, il est un peu plus important que les autres, faut pas trop m'approcher. Pour les odeurs, mais aussi pour le toucher. Donc, c'est quelque chose qui m'a longtemps impacté, notamment à l'école où je supportais pas être assis et entouré de personnes. Parce qu'en cours, bah, souvent, quand on reste dans une salle de classe, ça sent pas très bon. Donc ça a été, je pense qu'on peut dire une grosse souffrance pendant, à partir de 12 ans jusqu'à 23, 24 ans. Je pense que souffrance, c'est pas petit comme terme. Ouais, ça a été très compliqué. Du coup, j'allais pas à l'école. Je faisais sécher dès que je pouvais ou je prenais de la drogue, il faut le dire aussi. Déjà, j'ai 36 ans et bah, quand j'en avais 15, il y avait déjà pas trop d'études sur ce genre de choses. Et qu'après, bah, à l'école, bah, j'avais de très bons résultats sur certaines matières, voire très 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 bons. Et par contre, sur les matières qui m'intéressaient pas, j'avais les plus vestes de la classe. Et donc, bah, comme j'allais en plus pas en cours, bah, j'ai redoublé plusieurs fois, donc il y avait rien qui prédisposait, si on parle juste de l'intellect, et c'était souvent ça à l'époque, on liait pas l'intellect avec les émotions. Il n'y avait rien qui prédisposait que j'ai soit HPI ou autre chose. Donc voilà, ce qui prédisposait, c'est que tout le monde disait qu'il y avait quelque chose. Tout le monde disait que j'avais du potentiel, mais. Et donc c'est souvent le mais. Et ça a été toujours comme ça, à l'école, en sport ou dans plein d'autres choses. Et d'ailleurs, pour relier ça à l'hypersensibilité, d'une manière très contradictoire, en fait, c'était justement ma sensibilité qui me mettait dedans. C'est-à-dire que j'avais énormément d'idées au niveau performance, bah, que ça soit dans le sport. Bah, par exemple, si on prend le sport, je faisais du foot, c'est pas très original, mais je faisais du foot. Bah, il y a des matchs, j'allais marquer 3, 4 buts, et puis d'autres matchs, j'allais rien faire. Et les entraîneurs me détestaient pour ça. Et ils croyaient que je faisais exprès, donc ils me disaient que j'étais nonchalant, que j'étais je m'en foutiste, que ça. Mais en fait, moi, c'était juste qu'il y a des matchs, il faisait beau, le terrain me plaisait. Et que l'autre match, bah, en fait, le terrain n'était pas où je m'étais tout simplement levé, j'avais pas un bon mood. Et j'utilise souvent une expression, il n'y avait pas les papillons qui passaient à ce moment-là et je me sentais pas bien, quoi, tout simplement. Donc voilà, bah, en fait, ça, c'était pas trop standard parce que bah, les gens étaient plutôt réguliers dans leurs performances. Et voilà, donc je parle du sport. Et bah, à l'école, c'était pareil. Bah, j'allais rendre une super copie et puis la fois d'après, une très mauvaise copie. Après, globalement, quand comment dire, la matière m'intéressait, ça se passait souvent bien, mais le fait aussi d'être hypersensible, bah, il suffisait que dans la salle, je sois mal placé, bah, ça allait impacter ma copie. C'était un truc tout con, mais j'arrive en retard, je me mets au milieu de la classe, je me sens trop près des gens et tout, bah, il fallait que je me mette sur un côté, dans un coin de la classe, un peu à l'arrière, et près de la porte de sortie pour pouvoir pas me sentir oppressé, quoi. Donc après, bah, il y a des petites choses, des tocs ou des... Enfin, voilà, tout ça était un peu entremêlé, mais ça venait du principe, surtout du fait que je pense que je ressentais tellement les choses que j'avais besoin de choses pour me rassurer, en fait. Et c'était juste ça. Mais ça, et il m'a fallu un moment pour identifier tout ça, sortir de l'échec scolaire. Si on parle des relations sentimentales, on va mettre une échelle de temps à tout ça. C'est-à-dire que bah, quand j'étais plus jeune, de toute façon, relation sentimentale ou pas, mais relation sentimentale quand même, de toute façon, dès qu'une fille me parlait, je devenais tout rouge. Tout simplement pourquoi? Bah, parce que j'imagine que je voulais plaire ou que parfois elle me plaisait, mais de toute façon, même quand elle me plaisait pas, je voulais plaire. Et dans tous les cas, je me disais qu'il fallait que je donne la bonne réponse. Mais en fait, quand on se met la pression comme ça, eh ben, on donne jamais la bonne réponse. Donc ça avait plusieurs effets pour moi. Déjà, je rougissais. Et puis de deux, j'essayais d'hyper contrôler ce que je disais. Mais sauf que bah, déjà, ça marche pas. Donc alors, j'avais de la chance quand même, parce que du coup, j'avais quand même des prétendantes malgré tout. Mais j'ai presque envie de dire que je les fuyais. C'est-à-dire que bah, déjà, j'étais tellement hypersensible et pas bien que du coup, bah, quand une fille s'approchait de moi, je l'identifiais pour les mauvaises raisons. Et donc, du coup, bah, quand on me draguait, en gros, je fuyais. Et puis, bah, quand on me draguait et en plus qu'elle me plaisait, et bah là, du coup, je me figeais. Donc, en gros, j'ai attendu pas mal de temps
avoir une copine. Et d'ailleurs, la première a été la bonne, enfin la première, comment expliquer? Bon, je pense qu'on peut le dire, la première avec qui j'ai couché, je suis resté 15 ans avec. Donc voilà, Mais tout simplement parce que quand on est hypersensible, souvent on a un peu droit aussi, et que moi, le fait que je sois hypersensible, et ça peut paraître bizarre qu'un homme dise ça, mais quand j'étais plus jeune, de donner mon corps à quelqu'un, je parle un peu au passé, mais c'était quelque chose de fort, quoi. Et dans le contexte de tout ce que j'ai expliqué juste avant, enfin, les autres, c'était quelque chose qui me terrifiait. Et du coup, en plus, il s'est avéré que cette personne était une personne bien, donc du coup, je suis resté 15 ans avec. Et donc, du coup, pour revenir sur cette échelle de temps, ça a longtemps été comme ça dans mes relations sentimentales. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'en ai eu une seule pendant 15 ans. Après, j'ai eu quelques copines, enfin, un peu comme tout le monde quand on était jeune, j'ai bisouillé. Et puis finalement, en fait, quand j'ai été diagnostiqué à HPI, et en fait, ça a tout fait exploser. C'est-à-dire que j'ai changé de travail, je me suis séparé de la mère de mon fils aussi, pour laquelle je suis resté 15 ans avec. Du coup, il a fallu redécouvrir ça. Mais sauf que moi, j'avais oublié, en fait, les difficultés que j'avais, et tout ça, c'était loin, donc il a fallu réapprendre. Après, l'avantage, c'est que quand il y a du temps qui passe, du coup, j'étais beaucoup plus avancé sur moi-même. Donc, je dis pas que ça a été facile ou quoi que ce soit, mais je me disais, ah ouais, mais là, du coup, je réagis comme ça parce que ça. Alors que quand j'étais plus jeune, du coup, j'étais incapable de l'identifier. Et d'ailleurs, souvent, je l'identifiais très mal, je disais, c'est de ta faute. Alors que c'était de la faute, et je me punissais un petit peu malgré moi. Alors que là, du coup, quand je rencontrais des filles, d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, mais du coup, en fait, je me disais, quand ça marche pas, c'est que ça devait pas marcher. Parce qu'en plus d'être hypersensible, on a un degré d'exigence, mais même quand ça marche pas, on a envie que ça marche quand même. Donc on se dit, c'est de notre faute, ou il y a quelque chose, mais en fait, est-ce qu'elle me plaisait quand même ou pas? Enfin, c'est toutes ces questions qui... En fait, il faut se reconnecter à soi-même, et ce qui peut être assez paradoxal, encore une fois, c'est que quand on est hypersensible, on pourrait se dire, on est en fait les trois quarts du temps connecté à soi-même, mais en fait, pas tant que ça, parce que du coup, il y a parfois une parade, et en fait, même parfois, mais même souvent, c'est de se dire, finalement, ce que je faisais quand j'étais plus jeune, mais sauf que après, tout ça, ça s'est un peu processisé. Excusez-moi du terme un peu travail, mais en fait, pour contourner tout ça, j'ai tellement appris à me connaître que je me suis dit, ok, si je suis comme ça, je vais faire comme ça. Et puis, du coup, je vais passer par d'autres chemins pour arriver à ça. Le problème, en fait, c'est que toutes ces petites habitudes de comportement, c'est ce qui fait votre caractère et votre personnalité. Et le problème, c'est que des fois, on se retrouve un peu enfermé là-dedans, pas en jouant un rôle, mais en se disant, je suis censé être hypersensible, et puis du coup, j'arrive même pas à la montrer à la personne qui est en face de moi. Donc, c'est un peu problématique, parce que on a des fois tendance un peu à intellectualiser les choses, mais le problème, c'est que par l'intellectualisation et la logique, on en perd de la véracité des émotions. Pour répondre à la question, je suis très sensible, et mon challenge à moi pour rencontrer des personnes actuelles, et en fait, c'est de lâcher un peu prise sur l'intellectualisation que je fais de la relation et de la rencontre, en étant un peu plus moi-même, mais moi-même côté émotion. Donc, mes proches savent tous que je suis super sensible et me connaissent tous, mais quelqu'un qui me rencontrerait dans la rue ou même au travail, je pense qu'il se douterait même pas de la personne que je suis et tout ce que je viens de vous dire juste avant. Mais tout simplement parce que j'ai tellement appris à masquer depuis des années que finalement c'est devenu mon sport national préféré, quoi. L'hypersensibilité, dans la relation amoureuse, elle se traduit sur de bons côtés. Donc on va parler des bons côtés, c'est-à-dire que du coup je vais être toujours à l'affût du moindre détail de ce que ma partenaire va dire. Donc ça va être mon point fort. Et mon point faible, ça va être que je vais écouter, je vais absorber. Et quand je vais avoir mon équilibre de vie et je vais faire du sport, je vais être bien dans mon travail, et je vais arriver à désabsorber justement, et à, comment expliquer, comme une éponge en fait, à enlever tout ce que j'ai absorbé. Mais parfois, quand j'ai trop de pression, au bout d'un moment, je vais m'énerver. Donc, je vais m'énerver, et du coup, je vais m'énerver parce que, en fait, toutes ces petites émotions que je vais accumuler, elles vont entamer mon petit cœur, on va dire.
Mais quand je dis entamer, il y a parfois, elles vont même me poignarder au plus profond de moi. Et que en fait, bah, si on n'en reparle pas à la personne, mais même des fois d'en parler, si je l'évacue pas d'une certaine façon ou d'une autre, et bah, au bout d'un moment, ça peut être problématique aussi pour moi. Et après, je fais aussi ce témoignage pour pas qu'il y ait de faux semblants ou que les gens croient que bah, tout simplement cette personne-là, il est sensible et du coup, ça doit être génial parce qu'un mec qui est sensible, bah, il est que dans la sensibilité, dans la compréhension. Et bah, en fait, oui, je suis vraiment dans la compréhension, mais je suis trop dans la compréhension et du coup, bah, des fois, en fait, à force de penser aux autres et de toujours absorber, il y en a, des fois, ils s'écroulent, mais moi, par exemple, je peux être. Alors, quand j'étais plus jeune, j'étais très colérique. Fort heureusement, j'ai eu un enfant entre-temps, et du coup, ça m'a appris à prendre du recul sur les choses. Pareil, il y a toujours une échelle de temps sur tout ce qu'on fait, mais ça m'arrive encore. De moins en moins parce que je sais ce qu'il faut que je fasse pour pas que ça arrive. Je sais ce dont j'ai besoin de manière vitale. Bah déjà d'être de temps en temps seul. C'est tout bête, mais j'ai été 15 ans avec une fille et là j'ai été pendant 1 an avec une fille et très brillante, très sensible, mais elle voulait qu'on fasse toujours tout tous les deux. Et le problème en fait, c'est que bah moi j'ai tellement de passion que bah si j'ai pas ma petite passion à moi où je suis un peu tout seul de temps en temps, où je peux respirer et aller en montagne et des fois faire mon EMDR sur un sommet et penser à plus rien. Et bah, en fait, j'ai plus cette soupape de décompression, quoi. Sur tout le travail que j'ai fait depuis 10-15 ans sur la relation avec une personne, je pense que j'arrive vraiment à identifier très, 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 très clairement, je pense, tout ce que je dois faire. Mais sauf que, bah, il y a des fois, en fait, j'y arrive pas. Tout simplement d'un point de vue émotion, c'est que, bah, je suis tellement sensible que, bah, il y a des fois quand vous avez, mais comme tout le monde, hein, après, pas plus que quand vous avez un enfant, un projet maison, des rénovations, qu'en même temps vous voulez quand même faire du sport parce que vous en avez besoin, que vous avez un travail qui vous prend beaucoup de temps, bah en fait, on est juste des hommes et que c'est pas possible. Donc après, pour revenir sur les côtés positifs, quand on est hypersensible, comme on ressent ce que font les autres, on essaie aussi ce que fait sa partenaire, on essaie de l'emmener au plus loin. Alors après, il y a toujours un danger de se dire, ok, jusqu'à où je peux l'emmener sans m'écrouler? Parce que c'est un peu en relation avec ce que je disais juste avant, c'est est-ce que vous êtes le chevalier blanc ou est-ce que vous l'êtes pas? Et c'est pas justement blanc ou noir. Et le problème, c'est quand on est hypersensible, c'est un peu souvent ça. Et l'enjeu, c'est bah, d'avoir justement beaucoup de fluidité entre tout ça. Et j'y arrive, mais pas tout le temps encore. Donc j'ai presque à dire, quand j'étais plus jeune, j'y arrivais très rarement. C'est pour ça que j'étais en échec d'ailleurs scolaire ou même dans mes relations, même si je suis resté 15 ans avec une fille. Après, on avait un mode de fonctionnement assez autonome, on va dire, et on était très solitaires tous les deux. Donc, même quand on était ensemble, j'ai presque envie de dire qu'on n'était pas ensemble parce que bah, elle faisait ses activités, je faisais les miennes. Enfin, voilà, c'est ce qui fait qu'il y a eu un certain équilibre pendant 15 ans. Donc, du coup, pour revenir en fait à la situation actuelle, bah là, du coup, je redécouvre un peu les relations parce que bah, j'ai eu quelques copines aussi, mais il y en a une où ça a duré plus longtemps que les autres. Bah, de se dire qu'en fait, à 36 ans, bah, on le sait, hein, mais on pense des fois y être, mais on n'y est pas, quoi. Donc, c'est d'autant plus frustrant quand on se dit, mais en fait, je le comprends. Donc, je le comprends, mais je comprends pas par contre pourquoi j'y arrive pas. J'ai la sensation bon, je peux donner la sensation de ne pas y arriver, mais je donne la sensation de ne pas y arriver parce que je suis perfectionniste. Et que quand je discute de ça avec le commun des mortels, bah, tout le monde va dire ouais, c'est génial et tout, c'est si c'est ça, mais moi, en fait, tant que c'est pas parfait, enfin, ça va pas m'aller et je vais dire que je vais pas y arriver. Alors que bah, concrètement, 90% du temps, j'y arrive. Mais alors que bah, justement, je pense qu'il faut être un peu positif aussi. Si je fais le ratio avec quand j'étais plus jeune et que j'étais vraiment en échec, je pense que j'y arrivais que 30% du temps. Donc on va se dire quand même en 10 ans, il y a quand même une bonne progression au niveau de... Je suis data chief officer, alors excusez-moi au niveau des ratios, parce qu'en plus j'ai un profil un peu particulier, parce que je parle d'émotion comme je parle de mathématiques. Donc c'est un peu particulier. Donc voilà, mais pour moi c'est très important d'avoir cette notion de ratio, de plaisir et de... Bon, je fonctionne comme ça, quoi. Donc voilà. Et donc pour en revenir non, en fait, je dis pas que je suis en échec ou quoi que ce soit. Non, justement,
Maintenant, quand je rencontre, donc on va rester sur le thème des relations amoureuses, quand je rencontre une personne, bah déjà d'une, je rougis pas, ou en tout cas pas 100% du temps. Et quand je rougis, c'est j'ai compris que ça peut plutôt être considéré, perçu comme mignon. Donc ça, c'est quelque chose, c'est déjà moins négatif dans ma tête. Donc déjà, c'est une progression. Ça me fait moins perdre mes moyens, mais aussi parce que bah, comme je suis hypersensible aussi, j'arrive toujours tout de suite à détecter une personne avec qui je pense que ça va matcher. Donc derrière, il y a quand même un ratio, excusez-moi du terme, mais un ratio, ok, j'y vais, mais en fait, je sais que ça va bien se passer et que, au final, parce qu'après on parle de relations sentimentales, mais on parle de relations aussi, enfin, entre êtres humains, et que même si je suis pas avec cette personne au bout, bah en fait, du coup, on va discuter, elle va m'apprendre quelque chose, et ça peut juste être une discussion, parce que au final, je pense que c'est ça aussi, ça j'ai beaucoup progressé. Je pense que quand j'étais plus jeune sur les relations avec les autres, c'est ok, je suis hypersensible, donc je vais m'isoler. Je vais m'isoler et je vais compter que sur moi-même. Et je vais arrêter d'avoir des contacts avec les gens, que ce soit contacts sentimentaux ou contacts. Je minimise pour contrôler. Je pense que c'est une bonne chose aussi que ce Covid soit passé par là. Excusez-moi d'un peu des clichés, mais quand on a été un peu confiné pendant quelques mois et qu'on se dit, ouais, c'est bon, au moins, il y en a deux, trois qui vont me foutre la paix, et en fait, on se rend compte que sans interaction, on n'est rien. Et je pense que ça s'applique aussi bah, dans nos relations sentimentales. C'est que souvent, bah, on a un peu tendance à se dire, ok, en gros, qui me fait un peu chier, quoi, excusez-moi du terme. Mais en fait, bah, quand la personne n'est plus là, on se dit, bah ouais, mais en fait, elle m'a apporté ça, et ça, elle m'a fait progresser là-dessus, et ça, sans elle, je pense que tout seul, j'y serais pas arrivé. Donc, et souvent, il faut des années pour s'en rendre compte. Je pense que c'est quelque chose qui a changé pour moi hypersensible. C'est que du coup, je suis un peu moins dans le contrôle, et en gros, au final, quand je commence une conversation avec quelqu'un, c'est bah, même si j'ai verrouillé certains points en amont, je peux pas m'en empêcher, assez factuel et non factuel, on va dire. Au final, je me dis que si c'est quelques points qui m'ont rassuré, que j'ai checké au préalable, je suis désolé pour les termes, je me rends compte que c'est affreux. Et ben, du coup, je me dis que je peux être un peu plus naturel, quoi. Alors, c'est pas mes techniques. En fait, c'est ma psychologue qui me suit. Et en fait, le MDR, alors, il y a plusieurs façons de pratiquer le MDR. Moi, le MDR que je pratique, c'est sur la base de tapotement, cuisse droite, cuisse gauche. Et en fait, ces tapotements vont vous permettre de stimuler l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche de votre cerveau. Au moment où vous faites ces tapotements, il faut vous concentrer sur deux choses, soit sur une idée un peu diffuse. Par exemple, le thème d'aujourd'hui, c'est pourquoi j'échoue toujours dans mes relations. Donc, vous pouvez commencer sur ce thème-là, fermer les yeux, commencer vos tapotements et partir sur cette idée-là. Et normalement, je dis bien, c'est pas chez tout le monde pareil, mais si vous êtes hypersensible, vous allez passer d'idée en idée assez facilement, et le fait de vous stimuler par le stimuli, ça va vous permettre de, pas planer, mais c'est pas de la drogue, mais ça va vous permettre de passer d'idée en idée assez facilement. Donc ça, c'est le premier point. Et au bout d'un moment, quand vous êtes allé bah, justement au bout de cette idée-là, vous stoppez vos tapotements, vous réfléchissez et vous repartez sur autre chose, et ainsi de suite. Donc ça vous pouvez le faire tout seul, mais quand même, pour commencer à pratiquer, il faut commencer avec un psychologue, parce que ça peut être assez violent. Au départ, j'avais mal à la tête, ça vous retourne l'estomac aussi. Ça dépend vraiment du niveau de sensibilité que vous avez, mais c'est assez violent. Après, à terme, avec l'entraînement, ça se maîtrise, même si justement il ne faut pas maîtriser, c'est un peu le principe. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est de partir sur une émotion, mais que vous ressentez à l'intérieur de votre corps. Par exemple, moi, je ne sais pas si ça le fait à des gens, mais moi, souvent quand je vais un peu moins bien, j'ai une boule à la gorge. Souvent, on peut dire, souvent je l'identifie de la culpabilité ou à autre chose, et souvent chaque point un peu douloureux dans votre corps est identifié à une émotion. Sauf que quand vous allez pas bien, même si là je vous parle et que je fais plutôt bien et que je vais vous dire, ok, la douleur à la gorge c'est la culpabilité, bah en fait les trois quarts du temps, quand j'en ai une, je saurais même pas le redire, quoi. Mais là je vous le dis fluidement, mais bon, bref. Et donc vous partez d'une émotion, la boule à la gorge, vous commencez vos tapotements, vous vous laissez aller, voir comment évolue en fait cette douleur.
sans jugement, ma psychologue dirait. Sans jugement, il faut pas forcer en disant: «OK, il y a rien qui se passe, c'est nul», faut pas de pression ou quoi que ce soit. S'il y a rien qui se passe, il y a rien qui se passe. Et du coup, cette, boule à la gorge, normalement, si vous êtes bien connecté avec vous-même et que vous réalisez vos tapotements, la douleur va évoluer. Donc soit elle va descendre plus dans votre estomac, soit elle va rester coincée. Et dans ce cas-là, si elle reste coincée, vous stoppez les tapotements, vous réfléchissez 30 secondes, vous parlez à votre psychologue. Du coup, sur la base que vous dites, vous repartez sur une autre idée. Mais ça se fait comme ça, par étapes. Alors pour ceux qui sont vraiment très très sensibles, moi par exemple, quand je fais mes tapotements, je pars d'une douleur, puis après je vais voir des couleurs. Donc c'est-à-dire que je vais voir du noir. Si par exemple je suis pas très bien, je vais voir par exemple, je vais avoir du noir dans l'estomac. Et puis d'un seul coup, à force avec les tapotements et tout, par exemple, je vais avoir une lumière bleue ou une lumière verte qui va en gros cleaner mon corps et je vais expulser du noir. Et là, vous allez me dire, je suis complètement perché, mais c'est le principe. Alors, ça me le fait sur le MDR. Ça me fait aussi ce genre d'image, ça me le fait aussi sur la méditation semi-hypnose. J'avais testé, qui me fait avoir des images comme ça. Donc, en fait, un peu toutes les techniques me font ça, mais ça dépend des gens. Moi, chez moi, ça se traduit comme ça. C'est vraiment vrai. Il n'y a pas de. Voilà. Quand ça va très bien, je le vois qu'une fois par mois. Et quand c'est un peu plus délicat, je le vois une fois tous les 15 jours, voire une fois toutes les semaines. Et donc ça, donc on en fait à quasiment chaque séance, à part quand j'ai envie de parler et que j'ai pas le temps de on n'a pas le temps de s'y mettre. Et après, souvent, moi, je le pratique, tout seul quand même 1 à 2 fois par semaine, souvent avant de me coucher. Pourquoi? Parce que quand vous êtes hypersensible, vous avez souvent voilà, c'est un peu compliqué, vous pensez souvent à plein de choses et du coup, l'heure de dormir, c'est pas forcément l'heure de dormir des fois. Donc du coup, c'est pour évacuer un peu les idées. Bon, je dis pas que j'y arrive, hein, ça m'arrive des fois de me coucher à 4-5 heures du mat et de travailler toute la nuit, mais encore une fois, ça, faut aussi l'accepter. Il y a des fois, on est créatif à cette heure-là et ça sert à rien de lutter, quoi. Donc il vaut mieux poser ses idées et voilà, quoi. Si on relie ça, justement, et ces tapotements à la relation amoureuse, quand vous vous engueulez, par exemple, alors, on est déjà, on n'est pas censé s'engueuler, mais bon, bref, quand on y arrive, quand on s'engueule avec quelqu'un, souvent, moi, ma technique, c'est, en fait, en gros, je lui dis, stop, en fait, en gros, je peux plus là. Et en gros, c'est laisse-moi tranquille. Et souvent, je monte dans ma chambre, je fais mes tapotements, j'attends 30 minutes et je redescends et je parle calmement. Voilà, c'est, encore faut-il que la personne me laisse m'isoler. C'est parce que des fois, il faut que l'autre soit aussi d'accord. Et l'autre n'est pas forcément OK pour que vous partiez. Donc, c'est pas ça, c'est la théorie, mais sur la pratique, ça se fait pas forcément facilement. Mais en tout cas, c'est ma technique. Mais j'arrive pas tout le temps à l'appliquer. Mais quand je l'applique, ça fonctionne bien. Donc ça, c'est pour les engueulades. Et par contre, après, pour la partie plaisir, quand on est en couple, par exemple, je sais pas, vous partez en randonnée avec votre copain et votre copine. Et du coup, là, vous vous dites, vous êtes hypersensible et vous vous dites, ça se passe bien, mais. Et c'est quel est le mais? En fait, le mais, c'est que quand vous êtes tout seul, vous êtes hypersensible, donc vous vous connaissez parfaitement. Donc vous savez que si vous allez aller dans cette rando-là et aller à tel rythme, ou vous passez par tel chemin-là, et que vous allez à telle heure à cet endroit-là, la rando va être exceptionnelle, mais vous allez être seul avec vous-même. Donc en fait, l'enjeu, ça va être de se dire, ok, je vais avec la personne, et du coup, je vais le faire avec ses moyens, mais il faut que je prenne quand même le maximum de plaisir. Tout le principe de l'hypersensibilité, et là, c'est de se dire, comment je peux faire? Parce que du coup, ça peut être perçu, comme on est très sensible et qu'on perçoit chaque mot qu'elle va dire positivement ou négativement, en fait, le négativement peut être parfois un poids sur certaines expériences. Et quand c'est comme ça, en gros, je parle en montagne parce que je fais beaucoup de montagne, mais on monte au sommet, et du coup, je ferme les yeux, et même si elle est à côté de moi, je fais mes tapotements. Et du coup, c'est un peu égoïste, mais du coup, j'essaie de me recentrer sur ce que je ressens, au lieu de me recentrer sur notre relation, puisque sinon, il y a un piège, c'est de se dire, ok, si la personne n'est pas bien et vit pas la chose aussi intensément que je la vis, et du coup, moi, ça va m'entraîner à vivre une expérience pas aussi bien que ce que j'aurais espéré. C'est souvent un peu difficile pour les hypersensibles, enfin, surtout, en tout cas, surtout pour moi. C'est, comme je ressens tellement, si la personne n'est pas bien dans un endroit où j'avais mis beaucoup d'attentes, le problème, c'est les attentes aussi, hein. Et du coup, le problème, c'est que je vais être pas bien. Et du coup, ce qui va générer de la frustration, et voilà.
Et au final, le raccourci, il est de se dire, ok, mais je fais mes expériences à moi, puisque de toute façon, je me connais parfaitement et je sais qu'à chaque fois, ça marche. Mais quand c'est à deux et qu'on arrive à se connecter à deux, c'est toujours comment dire, sublimé et multiplié par 100. Donc c'est le challenge aussi de se dire, ok, c'est plus difficile, pour revenir à ces tapotements, se dire, ok, pendant, je sais pas, on va dire 2-3 minutes, je fais mes tapotements, quitte à même des fois prendre 10 mètres, un peu se balader, un peu rêvasser, faire semblant que, pas semblant, mais en tout cas prendre un peu de recul, dire ok, voilà, comment je suis dans mon corps, comment je perçois les choses, et pourquoi j'ai ce petit truc qui est désagréable alors qu'on est dans un environnement juste incroyable. Et du coup, et de revenir, être en meilleure disposition tout simplement en se disant, ok, pourquoi je suis venu avec cette personne, qu'est-ce que je recherchais, parce qu'au final, c'est un peu égoïste de se dire, en fait, je voudrais que ça soit aussi bien que je sois tout seul, mais encore mieux parce que j'ai une autre personne. Ça veut dire je suis avec une autre personne, ça veut dire qu'on a des attentes. Et ça veut dire qu'on n'est pas capable de gérer notre sensibilité par rapport à ces attentes-là. Et donc, du coup, c'est un petit tips que j'ai essayé de faire ces derniers temps. Ça marche plutôt pas mal, mais peut mieux faire, mais ça marche plutôt pas mal, quoi. Du coup, tu communiques rapidement aujourd'hui sur le fait que tu es hypersensible ou pas? Amical, mes amis proches, oui. Par contre, sur des personnes que je rencontre, non, pas spécialement. Après, par contre, quand j'entame une relation avec une fille, je le dis systématiquement. Tout simplement pourquoi? Parce que déjà, un de mes critères de recherche, c'est déjà qu'elle comprenne ce genre de choses. En fait, c'est pas que je recherche quelqu'un d'hypersensible, mais en tout cas, si elle est hypersensible, elle est obligée de comprendre un peu ce genre de choses, parce que sinon, il y a tellement de décalage, en fait, que c'est juste pas possible. Soit une hypersensible, soit quelqu'un qui travaille dans le social ou la psychologie, qui soit un peu au fait de ce genre de choses, parce que sinon c'est invivable. Et de toute façon, avec de l'expérience, je l'attire des personnes comme ça. Donc après, j'ai même pas besoin de mettre des critères ou quoi que ce soit. C'est que, en plus, maintenant que je suis plus au fait de ce que j'ai envie et ce que j'ai pas envie, de toute façon, quand je suis dans une pièce, je le vois tout de suite. Donc à l'instant, le premier coup d'œil ressenti, je dis, il y a quelque chose. Donc voilà, mais après, c'est même pas forcément quelque chose, elle m'attire ou quoi que ce soit, c'est juste, elle, je sais qu'elle est hypersensible, elle va dire une petite phrase ou quelque chose, et du coup, je vais le savoir, quoi. Ce qui me permet de moins me tromper aussi, parce que, sur la partie amoureuse aussi, parce que quand vous êtes dans la dureté ou dans l'hypercontrôle et que vous fonctionnez avec une liste de critères, en fait, c'est pas ça qui vous fait bien avancer. C'est au fait, ok, qu'est-ce que j'ai envie, que j'ai pas envie. Mais au final, vous pouvez avoir tous les critères du monde. Si vous écoutez pas justement votre instinct qui vous dit, elle est hypersensible et malgré le critère numéro 8 qu'elle a pas, en gros, ça le fera pas. En fait, je ne pense pas que, enfin, je n'ai pas la solution, mais en tout cas, je ne pense pas que ça soit la bonne méthode. En fait, en ce moment, tout le monde parle d'hypersensibilité et j'ai l'impression que des fois, il y en a qui s'en servent un petit peu pour que ça soit une espèce de valeur ajoutée. Voilà. Et c'est juste que je pense qu'il ne faut pas se méprendre. Pour toute chose, il y a un coût. Et que l'hypersensibilité, notamment dans un couple, ça a un coût. Donc, ça demande beaucoup d'énergie, déjà. Je pense que, je parle pour moi, mais je pense que tous les hypersensibles sont comme ça. Comme on est une éponge, on finit souvent rétamé. Et donc, ça veut dire qu'il faut des moments où on recharge un peu les batteries. Je pense que c'est pas parce que c'est un peu tendance tout ça, donc je parle hypersensibilité, HPI ou autre. En fait, en gros, le raccourci en ce moment, même depuis quelques années, c'est ok, c'est tendance, donc c'est fun. C'est tendance, mais c'est fun quand ça veut bien l'être. Donc voilà, je voulais juste passer ce message-là, parce que déjà, il faut énormément de travail sur soi-même pour arriver à, j'aime pas ce mot, mais en tout cas, jouer avec sa boîte à outils. J'allais dire jouer avec son pouvoir, ça peut être un peu présomptueux parce que en fait, ça peut être un pouvoir ou ça peut être une tare, hein, donc voilà. Mais en fait, c'est plutôt jouer avec sa boîte à outils, c'est-à-dire que j'ai besoin de ça, je le prends à un moment donné. Et puis il y a des fois, la boîte à outils, on n'en a pas forcément besoin, par contre, on la renverse sur nos pieds, ça nous fait mal. Donc voilà, je pense que c'est important de le redire, notamment en couple, parce que le fait d'être hypersensible, tout n'est pas linéaire, donc il faut travailler à ce que ça le soit plus.
mais il faut pas se voiler la face non plus, ça le sera jamais vraiment. Donc, même si je suis un peu en opposition avec ce que j'ai dit au début en disant je veux que ça soit parfait, ben, je pense que le travail qui est à faire, c'est de se dire en fait ça le sera jamais. Travailler sur vous-même, aller chez un psychologue, tenter de nouvelles expériences. C'est compliqué de progresser tout seul. Vous pouvez progresser tout seul par la lecture de ci, de ça, mais vous êtes obligé de passer par des spécialistes. Pas forcément par le même, des fois un psychologue, même des fois il y a certains fasciathérapeutes qui peuvent faire la relation entre corps et esprit, la méditation, le yoga, le sport. Il faut varier tout ça et vous faire votre propre conviction. Il n'y a pas une méthode qui marche. Par contre, il ne faut pas rester tout seul sur ce genre de problématique. Il faut vous faire aider. Et à force de se faire aider, après, on est un peu autonome. On se fait sa propre méthode. Donc voilà, c'est mon conseil. Un grand merci à vous pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à le faire savoir en laissant un commentaire ou 5 étoiles dans votre appli de podcast préféré. Pour recevoir une dose de bonheur en barre chaque semaine, inscrivez-vous à ma newsletter sur mon site dubonheurenbarre.com. Et si vous voulez me soutenir et m'encourager, rendez-vous sur ma page Tipeee. Pas de panique, si vous êtes en voiture, en cuisine ou que vous n'avez pas de quoi noter, vous retrouverez tous les liens dans la description de ce podcast. Et si vous aussi, vous voulez partager votre témoignage sensible, envoyez-moi un mail à sophie@dubonheurenbarre.com en me racontant un bout de votre histoire que j'ai déjà hâte de découvrir. Pour clore cet épisode, je vous souhaite plein de jolies choses. Prenez soin de vous.